Le président français Emmanuel Macron a condamné les violences qui ont eu lieu à Paris ce samedi lors des manifestations de Gilets jaunes. Lors d'une conférence de presse à l'issue du G20, il a estimé qu'aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées et qu'il n'accepterait jamais la violence. Ce qui s'est passé à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice. Barricades, voitures incendiées, vitrines brisées, Paris s'est retrouvé ce samedi en proie au chaos. En marge d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes, des heurts violents entre forces de l'ordre et des centaines de casseurs ont éclaté sur les Champs-Élysées à Paris. Les Gilets jaunes sont en colère contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat. En marge du G20, le président turc a réclamé ce samedi l'extradition des suspects saoudiens dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan dit ne pas faire confiance à la justice saoudienne alors qu'il soutient que l'ordre de tuer le journaliste et opposant émanait des plus hauts niveaux du royaume, et ce, tout en écartant la responsabilité du roi Salman. Selon le président turc, seul le premier ministre canadien Justin Trudeau a abordé le sujet pendant la réunion des dirigeants. Soupçonné d'avoir commandité le meurtre de Jamal Khashoggi, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a donné une explication difficilement croyable sur le rôle de l'Arabie saoudite dans cette affaire. Le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a provoqué une onde de choc mondial et considérablement terni l'image de l'Arabie saoudite. Pour l'heure, le procureur général saoudien a inculpé 11 personnes sur un total de 21 suspects et requis la peine de mort contre 5 d'entre elles, mais a totalement dédouané le prince héritier. Plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, la France et l'Allemagne, ont pris des sanctions financières contre des Saoudiens soupçonnés d'être responsables ou complices dans cette affaire. Les deux chefs d'État ont atteint un consensus sur les questions économiques et commerciales pendant leur rencontre et sont d'accord pour arrêter d'imposer de nouveaux droits de douane. Les deux parties ont aussi mis sur la table une série de propositions constructives sur la manière de résoudre les problèmes actuels et nos différences. La Chine et les États-Unis ont annoncé un accord qui suspend l'escalade des droits de douane. Un pas que les médias d'État chinois saluaient lundi d'important. Seulement, ceux qui apprécient n'y voient pas un coup de baguette magique propre à résoudre les profonds différends bilatéraux, même si la nouvelle soutenait les bourses asiatiques. Dans les 6 prochains mois, il est très probable que les États-Unis domineront parce que les États-Unis ont plus de demandes. La Chine fait face à la situation et résout les problèmes de façon passive. Si la Chine veut se dégager de la pression des États-Unis, du monde occidental, aussi bien que de la pression intérieure, elle ne pourra le faire qu'en approfondissant ses réformes. Trump a apporté une contribution à cet égard et a donné à la Chine une force motrice. La Chine doit devenir une vraie économie de marché et un état de droit afin que dans l'avenir, la Chine puisse être respectée à travers le monde et puisse éviter les guerres commerciales. Ce répit a suffi à ragaillardir les marchés asiatiques très malmenés ces derniers mois par l'affrontement transpacifique. Pourtant, en cas d'échec des discussions, Washington a prévenu. Les droits de douane de 10% depuis fin septembre seront bien portés à 25% sur près de 200 milliards de dollars de produits. La Chine avait rétorqué avec des mesures similaires sur quelques 110 milliards de dollars de produits venant chaque année des États-Unis.
23 des quelques 70 tentes que compte le camp ont été atteintes par les feux. Des 2 victimes qui y ont trouvé la mort, on enregistre un homme de 46 ans et un enfant de moins de 8 ans. À 3 heures du matin, on a été réveillé par le bruit d'un missile, un grand bruit dans le camp. Nous sommes sortis et avons vu les flammes. Nous ne pouvions plus les éteindre, nous ne pouvions rien faire. Un des jeunes qui s'appelle Ibrahim a dit qu'il avait perdu son fils, mais on ne pouvait pas s'approcher. Le feu vous brûlait même éloigné à 20 mètres. Les causes de l'incendie restent pour l'instant indéterminées selon le vice-maire d'El Yamouné. Il pourrait s'agir selon lui d'un feu allumé la nuit pour le chauffage ou d'un court-circuit électrique. Ensuite, l'explosion d'un réservoir de fioul dans l'une des tentes serait à l'origine de la propagation de l'incendie. Il faut dire que plusieurs incendies se sont déclenchés ces dernières années dans des camps de déplacés au Liban qui accueillent environ 1,5 million de réfugiés syriens sur son sol, dont moins d'1 million inscrits auprès de l'ONU. Le Liban organise depuis le début de l'année des retours collectifs de réfugiés dans leur pays en coordination avec les autorités syriennes. Quelques 8000 personnes ont déjà regagné la Syrie dans le cadre de ces retours coordonnés. Des dizaines d'enfants se regroupent devant l'hôpital Koka au Yémen, dans l'espoir d'être admis dans cet établissement qui sert de bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes. L'hôpital, situé en zone gouvernementale, est l'un des mieux équipés du pays, ravagé par 4 longues années de guerre. Alors que des millions de civils sont aujourd'hui menacés par la famine, même l'hôpital de Koka ne peut répondre aux besoins de tous les enfants souffrant de malnutrition et qui arrivent chaque jour. Le centre reçoit de nouveaux cas, mais n'a que 6 ou 7 lits et cela ne suffit pas. Nous demandons à tous les donateurs et les soutiens d'intervenir immédiatement. Nous demandons à tous les gens charitables dans le monde d'aider une institution médicale à soigner les cas sévères de malnutrition et à sauver les enfants de la province et les fils de la province libérés aussi vite que possible. Nous appelons aussi toutes les organisations à nous aider en nous fournissant des médicaments contre la malaria, contre la dengue et les diarrhées, car le centre n'a pas du tout ces médicaments. Selon des responsables de l'ONU, 14 millions de personnes, soit la moitié de la population yéménite, sont en situation de pré-famine. Et 200 millions de civils dépendent d'une aide pour leurs besoins de base. L'ONU pourrait convoquer des pourparlers inter-yéménites sous peu en Suède. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à l'extradition de François Compaoré, à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Sa décision est encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un décret gouvernemental. Le frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré est épinglé dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, survenu en 1998. Une nouvelle articulation qui survient plus d'1 an après l'arrestation à Paris de François Compaoré. Pour mémoire, alors qu'il enquêtait à l'époque sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, Norbert Zongo et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts, calcinés dans leur véhicule le 13 décembre 1998 à Sapoui, dans le sud du Burkina Faso. François Compaoré s'est enfui au Burkina Faso lors de l'insurrection populaire en 2014. Il s'était alors réfugié en Côte d'Ivoire et avait obtenu la nationalité ivoirienne. Il a été arrêté dans un aéroport parisien en octobre 2017 sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017 par les autorités de Ouagadougou. En décembre 2015, 3 ex-soldats du régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés dans l'enquête sur la mort de Zongo et de ses compagnons. Initialement prévue en juin, la décision sur l'extradition avait dû être reportée dans l'attente de la transmission de nouvelles pièces. La Cour avait réclamé au Burkina Faso des éléments matériels précis.
2 sénateurs républicains américains ont affirmé mardi n'avoir aucun doute sur le fait que le prince héritier saoudien avait ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi après avoir été informé à huis clos des conclusions de la CIA. Cette position contredit directement le président américain Donald Trump qui a déclaré publiquement que le service de renseignement n'avait rien trouvé d'absolument certain. Je n'ai aucun doute sur le fait que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a ordonné le meurtre et a été maintenu au courant de la situation tout le long, a déclaré à des journalistes Bob Corker après la réunion avec Gina Haspel, directrice de la CIA. Je pense qu'il est complice du meurtre de Khashoggi au plus haut niveau possible, a ajouté Lindsey Graham, pourtant un allié de Donald Trump au Sénat. Cette rencontre était très attendue par les parlementaires après un premier rendez-vous manqué la semaine dernière lorsque Gina Haspel n'avait pas répondu à leur invitation. Indignés, les sénateurs avaient alors adressé un sévère coup de sémence à Riyad en dépit de la Maison-Blanche. Une résolution pour cesser tout soutien militaire à l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen avait franchi avec une nette majorité le 28 décembre un premier vote au Sénat. Mais son approbation définitive reste encore incertaine et dépendra notamment des actions de l'administration Trump face aux dirigeants saoudiens. Dans un appel humanitaire mondial pour 2019, les Nations Unies assurent que le Yémen n'a jamais été aussi proche de la famine. Quasiment toute la population du Yémen a besoin de protection et d'assistance humanitaire. Et l'ONU va chercher à aider l'an prochain les plus vulnérables. Le pays qui aura le plus gros problème en 2019 sera le Yémen. Nous pensons que 24 millions de personnes au Yémen, soit 115% de la population, auront besoin d'une aide humanitaire. L'ONU prévoit de répondre aux besoins de 15 millions d'entre eux. Notre appel pour le Yémen est de 40 milliards de dollars. L'une des grandes leçons que j'ai tirées de l'analyse de cette année est que nous devons accorder une plus grande priorité en 2019 à la lutte contre les causes profondes de la crise. Insécurité, conflit, pauvreté, échec du développement, adaptation et résistance inadéquate au changement climatique et aux autres catastrophes. La situation humanitaire au Yémen s'est détériorée en raison de l'insécurité à Hodeïda, par où transitent 70% des importations yéménites selon le Programme alimentaire mondial, et que les forces pro-gouvernementales, appuyées par la coalition militaire sous commandement saoudien, tentent de reprendre depuis des mois au prix de combats meurtriers. Au lendemain des menaces du secrétaire d'État américain qui a donné 60 jours à la Russie pour se conformer au traité de 1987 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF, faute de quoi les États-Unis se retireront de l'accord, la Russie fait part de réactions agacées. Le chef d'état-major de l'armée russe a critiqué les envies américaines de contenir la Russie. Dans ce test, les allégations sont sans fondement et ne sont étayées par aucun élément en rapport avec la violation présumée de l'accord par la partie russe. Ceci est, pour le moins que l'on puisse dire, une spéculation. Aucune preuve à l'appui de cette position américaine n'a jamais été fournie. Le traité de 1987 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF, était arrivé au cœur de l'actualité en octobre. Le président américain Donald Trump avait alors annoncé que les États-Unis allaient mettre fin à l'accord et développer à nouveau des armes nucléaires. Le délai de 60 jours avancé par le secrétaire d'État américain correspond à la prochaine réunion des ministres de la Défense de l'OTAN les 14 et 15 février 2019.